Gilles, un grand bravo pour ta carrière. Quelle fin de rêve, t'es comment là quelques jours après? Bah, fatigué. Pour l'instant, ça change pas grand-chose, parce que de toute façon, Bercy, c'est le dernier tournoi de la saison. Euh, mais voilà, j'étais soulagé de réussir à faire un bon tournoi. C'était très important pour moi. Euh, je sais pas pourquoi, mais c'était vraiment important pour moi d'essayer de bien finir, même si je pense que ça change pas l'ensemble de la carrière. Mais voilà, j'avais envie de faire des bons matchs, d'être au niveau, et j'avais l'inquiétude de peut-être pas être capable de le faire, donc j'étais soulagé. Jeu 7 mètres, Simon, du mon jeu. 7-5, 5-7. 17 saisons sur le circuit, 6e mondial, 14 titres, une Coupe Davis. On va commencer par la longévité. 17 années sur les terrains, qu'est-ce qui fait que tu as duré aussi longtemps? C'est quoi? C'est le sérieux, la régularité? Non, je pense que bah déjà, il faut essayer de faire attention physiquement, parce que c'est une des premières raisons, ou la première raison pour laquelle on s'arrête. Ensuite, il y a quand même aussi le niveau, parce qu'on est loin de jouer en fin de carrière le niveau qu'on pouvait jouer aussi à 25, 26 ans, 27 ans. Donc même si c'est moins bon, il faut qu'il reste assez bon pour quand même pouvoir lutter face aux adversaires qui sont eux toujours plus jeunes, plus grands, plus beaux, plus forts à chaque génération. Je crois que là on n'a plus un joueur qui fait moins d'un 95 et 85 kilos et ils peuvent tous jouer pour autant des échanges et des rallyes de 30-40 frappes. Donc ça devient vraiment très physique et il faut rester, voilà, faut réussir à rester compétitif. Et donc ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est qu'en fait, étonnamment, même si tout baisse, par contre, en tennis, on continue de progresser. Ça fait, voilà, je joue aujourd'hui mieux au tennis qu'à 25 ans. Après, j'ai moins de moyens physiques à ma C'est quoi? disposition. C'est la maturité? C'est le fait de mieux se connaître? De Non, s'entraîner différemment? je pense que c'est simplement le fait de continuer à jouer. Ça fait 10 ans de plus de tennis, 10 ans de plus de coups droits, 10 ans de plus de revers, de service, etc. Et donc la maîtrise des coups en fait continue de s'améliorer. Et donc il y a un équilibre là-dedans. Et il y a une première partie où on baisse un peu physiquement, mais le tennis continue de monter. Donc là, voilà, ça se voit encore pas trop. Et puis malheureusement, à un moment où le physique baisse trop, et où là c'est plus possible en fait tout simplement de pouvoir jouer. Donc tant qu'on est sur la balle, et ben ça va, mais on commence à moins y être. Et donc voilà, c'est ce moment-là, c'est ce décrochage-là qu'on ressent à un moment qui devient très difficile Tu l'as à senti à quel gérer. moment à peu près? Moi j'ai vraiment commencé à le sentir vers 33 ans. J'ai senti que les saisons étaient plus pareilles, j'ai senti que je crois que j'ai gagné 2 titres cette année-là à Pune et à Metz, mais il y avait beaucoup de premiers tours. En fait, c'était beaucoup de semaines de galère et puis de temps en temps une belle semaine où ça se passait bien. Et voilà, à partir de cette année-là, ça a été dur. 2017-2018, donc des années un peu en dents de scie. Simon, 2 matchs à 0. 7-6. J'ai senti 2020 que je décrochais, enfin 2020, je décrochais vraiment. Et j'avais pas envie de m'arrêter. C'était une année horrible, je pense, donc pour tout le monde et pour nous qui a été très dur parce que c'était des stades vides, des contraintes de voyage terribles, des jours enfermés dans la Et là, chambre. tu t'es dit, je peux pas m'arrêter dans ce Je genre de crois que contexte. personne, je crois qu'il y a quasiment pas un joueur qui est parti à la retraite en 2020. Il y en a peut-être. Ça, c'est vraiment pas le moment où tu as envie de partir sans avoir un boulard énorme et une considération colossale pour ta carrière. Tu te dis quand même que ça mérite mieux que de finir dans un stade complètement vide et dire bon bah au revoir et tout. Alors il y en a qui l'ont quand même fait parce qu'ils étaient vraiment au bout du chemin. Je pense notamment à Pauline qui l'a fait Mm. à Roland et qui se disait qu'elle, il y avait les 100 personnes qu'elle avait envie de voir simplement sur le bord du terrain et que ça lui suffisait. Et c'est génial. Mais je crois que la plupart ont tous essayé de décaler, on va dire, leur retraite. Et nous, on se l'était dit, 2021-2022, va y avoir un sacré wagon de départ. Parce que voilà, sur 2019-2020, c'était pas vraiment le bon moment pour partir. Les titres, il y en a 14 sur le circuit. Si on devait en retenir un ou deux, tu as 3 Metz, tu as 2 Marseille notamment. Un ou deux, ce serait lesquels et pourquoi? Euh,
Marseille, le premier, parce que c'est le premier, et que le premier, il est tellement important. Il est très libérateur, il est plein d'espoir, le premier titre. En tout cas, quand il arrive pour moi, c'est en 2007. Je dois avoir 22 ans, je pense. Et donc voilà, j'espère que je vais en gagner d'autres. Il y en a peut-être qui gagnent le premier titre beaucoup plus tard, et c'est plus une libération ou une consécration, etc. Mais là, il était juste plein d'espoir. Donc voilà, c'est un moment qui est fabuleux, c'est un moment qui est inespéré, c'est loin au-dessus des résultats moyens que je peux avoir. Je gagne tous mes matchs en 2-7 dans la semaine contre que des joueurs qui sont très forts et bien mieux classés que moi. Donc voilà, c'est vraiment très prometteur. Et le deuxième, je dirais Metz, quand je viens d'être papa et que j'ai mon fils qui vient. Et aujourd'hui, en fait, ça paraît bizarre de dire ça parce que beaucoup de joueurs ont joué plus vieux. On voit beaucoup d'enfants maintenant sur le circuit. D'ailleurs, c'est une garderie maintenant dans le Players Lounge. Mais la plupart, ils ont fait leurs enfants déjà beaucoup plus tard. Et moi, je l'ai eu à 25 ans. Et à ce moment-là, sur le circuit, des joueurs qui avaient des enfants, il y en avait 3, quoi. Il devait y avoir Roger, il devait y avoir Tomias, puisque sa fille a le même âge qu'ils jouaient ensemble. Mais c'était ça, il n'y avait aucun joueur qui avait des enfants. Et ils étaient tous plus âgés que moi. Alors on ne savait pas à ce moment-là qu'ils joueraient tous très vieux et que Federer pourrait jouer jusqu'à 40 ans. Mais c'était déjà ce qui se disait. Moi je me rappelle quand je l'ai joué, je crois qu'il les a eu en 2008 et tout le monde se disait ah bah ça y est, il a des enfants, il va s'arrêter, il a 28 ans, la motivation sera plus là, etc. Alors que maintenant, après on s'est plus du tout posé ces questions-là pour un Novak. La motivation est différente. Voilà, mais pour les premiers quand on les a eus, c'était presque presque comme si du coup la carrière allait devenir secondaire ou concilier les deux, ou maintenant il a la tête à autre chose, où on va plus faire les efforts. Donc c'était pas du tout la même chose. Et d'ailleurs des garderies, il n'y en avait aucune. C'est venu après sur le circuit, mais ça n'existait quasiment pas. Il n'y en avait qu'une, je crois, à Roland. C'est tout. Donc voilà, quand je l'ai fait, ce que je veux dire, c'est que c'était pas un truc qui était classique, c'était un peu l'inconnu. Tout le monde disait mais pourquoi, enfin c'est tôt, machin. Sébastien Grosjean a été précoce. Alors Sébastien l'avait fait extrêmement tôt. Et voilà, maintenant aujourd'hui, je crois que c'est l'inverse. Même les jeunes, ils ont vu beaucoup de joueurs comme nous avec leurs enfants sur le circuit. Donc on se dit pas c'est l'un ou l'autre. C'est sûr que pour nous, c'est forcément différent des femmes, puisque la contrainte est très différente. Mais même les joueuses, de plus en plus en fait, le modèle arrive où elles ont des enfants et elles reviennent jouer après, alors qu'avant c'est fin de carrière. Donc voilà, nous il y avait ce truc-là quand je l'ai fait et que Timothée est arrivé, qu'on est parti ensemble avec ma femme sur Metz, qu'on partage la chambre et que la première semaine de tournoi ensemble, je gagne le tournoi. C'était vraiment très important pour moi. Les premières et la Coupe Davis avec les potes, on voit là sur cette fin de carrière les témoignages qu'il y a pu y avoir. On sent cette forme de proximité, de vraie amitié entre vous. C'est quoi? C'est né comment ça a évolué en fait toute la carrière? Vous avez été très tôt ensemble, notamment dans les pôles France. Comment ça s'est fait là tout au long de la carrière? C'est assez fascinant. On est dans un sport individuel et on sent ce collectif hyper fort entre vous. Bah c'est comme j'ai envie de dire comme toutes les belles relations aussi, c'est avec le temps. C'est avec le temps où tu apprends à te connaître, où tu acceptes les qualités, les défauts de chacun, alors qu'au début c'est pareil, lui il est comme ci, lui il est comme ça. Tu as plein de gens, quand tu es jeune en plus en particulier, tu te tires la bourre, tu peux avoir de la jalousie, il joue mieux que moi, et si, et c'est lui qui a le contrat, et c'est lui qui a les wildcards, et c'est ceci, et c'est cela. Et puis, en fait, c'est l'entourage un peu qui crée ce truc-là. Et avec le temps, tu comprends qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important que ça.
Et c'est ça qui est génial, c'est que justement, c'est ce que je disais dans les relations longues, c'est qu'à un moment, les défauts sont acceptés. Je suis loin d'être parfait, Joe n'est pas parfait, Gaël non plus, Charles non plus, mais on se connaît par cœur, donc on connaît les forces et les faiblesses des uns. On essaie d'être là quand il y en a un qui va moins bien. Parce que ça fait, Joe, maintenant, ça fait plus de 25 ans que je le connais, qu'on est rentré en sport-études ensemble à Poitiers quand on avait 13 ans. Donc, voilà, c'est ce qui est étonnant et c'est parfois aussi ce qui a étonné d'autres joueurs qui sont arrivés sur le circuit après, qui disaient toujours, on dit toujours ils sont potes, mais ils sont pas si potes que ça. C'est pas comme si on les voyait aller dîner au resto tous les soirs. C'est vrai que je l'ai entendu ça. Mais c'est vrai, mais c'est justement le truc, c'est que on se connaît tellement bien. Par exemple, c'est le cas avec Gaël, qu'on reconnecte tellement vite que c'est comme, en fait, on sait qu'on est toujours là, tu vois, si besoin. Et c'est pour ça que la relation, elle est vraiment géniale. Et qu'elle est, et que moi je la trouve belle parce que justement, c'est pas comme si on avait besoin de s'appeler toutes les 5 minutes, mais si on s'appelle, on est là. Tu vois, c'est ça le truc qui est top. Dans les moments importants, il est là. Quand c'est la fin de carrière, on est là. Quand il y a le mariage, les enfants, le truc, on est là. Mais après, quand on était joueur de tennis, on avait aussi chacun nos staffs. Chacun se prépare de son côté. On a aussi des vies très différentes. On a aussi des personnalités très différentes. Et donc voilà, je trouve que c'est ça qui est top, c'est qu'on se connaît vraiment par cœur. Alors forcément, la Coupe Davis, ça a aussi aidé parce que ce sont des moments, en tout cas avant, dans son ancien format, où tous les 2 mois, tous les 3 mois, tu te regroupes encore une fois et on repartage des choses ensemble, etc. Mais voilà, pour nous, c'est juste très évident. Et je sais que voilà, c'est pour ça que je disais ça, c'est que pour certains, ça a paru étonnant parce qu'ils s'attendent à ce que... on déjeune, on dîne ensemble, prenne le petit-déj ensemble, mais non, mais ça pendant 25 ans, ça c'est long aussi. Non, il y a vraiment pas besoin, mais s'il y en a un qui a besoin de l'autre, on est là. En tout cas, cette histoire est très belle. Je vais revenir un petit peu sur 2 déclarations que j'ai retenues, que tu as données il y a quelque temps. Il n'y a jamais eu d'ambition extérieure autre que la mienne. C'est ce qui a pu me manquer dans les grands matchs. Alors que moi, je me dis que j'aurais pu gagner le Masters. Ça, je la trouve très forte, cette phrase. En gros, tu penses qu'on on évolue en fonction de ce qu'on entend ? Je pense que ça a un impact, et ça a un impact surtout quand on est jeune, pour une raison très simple et très logique. Quand tu es allé à l'école et que tu as appris l'histoire qu'on t'a racontée. T'es un enfant, t'as un professeur, et on te dit l'histoire c'est ça. Et après, si tu grandis et que tu deviens un passionné d'histoire, tu vas aller fouiller un peu partout et puis tu vas voir que l'histoire elle peut être aussi très différente en fonction de qui la raconte, où, quand, comment. Et donc c'est ce qui se passe. Et nous, on nous raconte une histoire du tennis. On nous raconte une histoire du tennis et quand tu es jeune, t'y crois. T'y crois parce que tout le monde te la raconte, tes parents, tes entraîneurs, les médias, etc. Et puis le seul problème que nous on a, c'est que le moment où tu comprends que l'histoire elle n'est pas exactement comme ça, c'est tard. Parce qu'il faut que tu as déjà 20 ans passés, ou etc. En fait, tant que tu es un bon élève et que t'écoutes, tu vas être forcément conditionné par ce truc-là. Alors après, jusqu'à quel point, c'est là est la question. Et c'est pour ça que les fortes têtes, les joueurs inentraînables, etc. Moi, ce que j'ai souvent dit, c'est qu'étonnamment, c'est ceux qui sont allés le plus loin. Ceux qu'on a, parce que peut-être que justement, ils avaient un décalage en eux entre ce qu'ils ressentaient et ce qu'on leur racontait, et que certains se sont dit non, je vais vraiment écouter ça, m'imprégner de ce truc-là et continuer. Mais peut-être que pour d'autres, ce truc-là était trop fort et qu'ils se sont dit non, mais moi il faut que je fasse ce que je sens qui est juste pour moi, et donc ça créait ce décalage. Et à l'arrivée, j'ai trouvé que ceux qui fonctionnaient comme ça étaient allés un peu plus haut que les autres. T'aurais aimé qu'on te dise quoi en fait ? Ce que j'aurais aimé en fait, c'est pour moi en fait il y a tout un tas de représentations. Et en fait, pour moi, tu dois préparer chaque joueur comme s'il pouvait aller le plus haut possible, gagner des grands chelems, être numéro 1 mondial ou pourquoi pas. Et c'est difficile à faire parce que naturellement, moi si je regarde 2 enfants jouer, je vais forcément rien que 2, naturellement il y en a un que je vais forcément trouver peut-être un peu plus fort que l'autre, ou avec le fameux plus de potentiel, ou etc. Et je pense que c'est le gros piège dans lequel il ne faut pas tomber. Et c'est pour ça que pour moi ce qui est intéressant, c'est de grandir dans la même génération que quelqu'un comme Richard. Richard est présenté comme quelqu'un qui doit être numéro 1.
pendant beaucoup d'années. Et lui, il grandit avec cette image-là. Et il grandit avec l'image que ce qu'il fait n'est jamais assez bien. Il est top 10 mondial, il bat les bons joueurs, mais c'est jamais assez bien. Oui, mais Nadal, tu le battais quand tu étais jeune. Oui, mais Nadal, tu le battais quand tu étais jeune. Et t'entends ça en boucle, et t'entends ça en boucle. Et c'est difficile quand tu es jeune de comprendre que c'est pas toi qui as tort, ce sont les autres. Et qu'en plus, tu n'as rien demandé, on te l'a mis dessus et que c'est comme ça. Plus, ouais. Et moi, je suis à l'autre extrémité du spectre. C'est-à-dire que moi, je dois être mauvais, en fait. Moi, on m'a expliqué que tu seras jamais fort, tu vas être petit, tu vas être mec, t'as pas de coup droit, tu sers pas bien, tu machin, t'as pas d'armes dans ton jeu, t'es là, c'est un miracle. Alors, tu rentres dans les 100, c'est déjà un miracle. Ne me demande pas dans les 50. Tu rentres dans les 50, même, c'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'il fout là Donc, quand tu arrives dans les 10, finalement, on arrive au même niveau avec Richard. C'est-à-dire qu'à un moment, je suis 6e, il est 7e, mais bon, bref. Il a passé plus de temps que moi dans le top 10, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est très proche en termes de niveau de jeu. Tu as 2 joueurs qui arrivent au même niveau, avec un qui se dit « Putain, mais tout le monde m'a dit que c'est nul ce que je fais, truc », et moi, tout le monde me dit « Mais non, mais toi, c'est un miracle, n'envisage même pas d'aller plus haut, parce que c'est déjà un miracle que tu sois là, personne s'y attendait. » Et ces trucs-là ont forcément un impact, c'est ça que je dis. Toi, en grandissant, après, tu essaies de le comprendre, tu travailles sur toi, et puis tu arrives à dégager ça. Mais au début, tu ne peux pas nier, dans tous les cas, pendant de nombreuses années, ça a un impact. Et que, moi, c'est ce que j'ai dit pour moi, je connais beaucoup de joueurs qui visaient la première place mondiale, qui ont fini dans les 100 premiers. Je connais très peu de joueurs qui ont visé la 100e place mondiale et qui ont fini numéro 1. Et à un moment, si tu veux être numéro 1, gagner des grands titres, etc., il faut y croire. Et y croire tout seul contre tout le monde, c'est pas facile. Enfin, en tout cas, ça t'aide pas. Et tu te dis, mais pourquoi finalement j'y crois contre tout le monde ? Tu as toujours cru ou tu as douté, quelque part tu t'es un peu auto-surpris, comme tu entendais toujours, lui il va pas être bon ou moins bon. En fait, moi j'ai trouvé comme chacun, comme Richard s'il en parle là, il a trouvé ses mécanismes, comme Joe a trouvé les siens qui en étaient d'autres, ou Gaël qui a un gros souci de protection aussi et qui a trouvé les siens parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été racontées sur lui aussi, et plutôt à charge et rarement à sa défense. Chacun trouve ses mécanismes pour essayer de faire coller ce décalage. Justement, c'est pour ça que je parle de ça. Et donc moi, j'avais simplement comme volonté de continuer de progresser. Alors on me disait, je ne serai jamais fort. Alors moi, je me disais, pour l'instant, je suis 2-6, je vais essayer de monter à 0. Tu vois. Je joue un mec à 1-6 ou 1-0. Je me disais, le mec à 0, il joue bien. Pour l'instant, il est plus fort que moi, mais je pense que j'y arriverai. Tu vois. Puis quand j'étais 0, moins 4. Puis quand j'étais moins 4, moins 30, etc. Et puis quand j'étais 300, 200. Et c'est comme ça que j'ai fonctionné jusqu'en haut. Mais quand à un moment, j'arrive à battre des joueurs qui sont 1, le fonctionnement n'a jamais changé. Je me dis, mais je peux être 1. Parce que je joue Federer, Nadal et que je les joue et que je les trouve forts. En fait, ma logique n'a pas changé. Je les trouve incroyablement forts, mais je me dis, moi, je continue de progresser, je les trouve forts et je ne les trouve pas plus forts que quand j'étais 0, je trouvais le moins 4. Tu vois ce que je veux dire ? Le mec était 2 classements au-dessus, je voyais que je perdais et que... Mais je me disais, ouais, c'est jouable en fait. Tu peux jouer, éventuellement tu peux gagner et un jour je peux être là. Si je continue de progresser, je peux être là. Donc moi, j'étais dans ce truc-là. Et c'est là où ça a été un peu compliqué, c'est que moi, je suis passé quand même où personne va me souhaiter de mal. Si tu veux, je suis dans l'ombre, j'arrive, les gens sont contents que je rentre dans les 100, dans les 50 et trucs. Mais au moment où je rentre vraiment plus haut, même dans les 10, ça gêne. Là, ça commence à gêner beaucoup plus parce que il y a un peu plus de lumière et tu as plein de gens qui se sont prononcés pour se dire ce mec-là, il sera jamais fort. Et je suis en train de leur montrer que c'est l'inverse. Et là, je sens quelque chose d'un peu différent. Tu vois, c'est plus juste, finalement, il est dans les 100, c'est cool, il est dans les 50, c'est cool. C'est putain, il est dans les 10, comment ça se fait Après, on peut toujours faire des prévisions et puis se tromper. Bien sûr, mais c'est là où je trouve qu'à un certain moment, la bienveillance se retourne. C'est quand les personnes qui annoncent des choses se rendent compte qu'ils ont tort. Et c'est la même chose pour Richard. Ils ont annoncé qu'ils sont 1, c'est eux qui avaient tort. Et donc, plutôt que de se dire, on s'est trompé, ils se sont dit, non, il ne bosse pas. Non, c'est lui, il ne fait pas ce qu'il faut de machin, parce que sinon, c'est eux qui se sont trompés. Et c'est très compliqué pour les gens de reconnaître qu'ils se sont trompés. Et donc voilà, moi, quand il t'explique que tout le monde allait être plus fort que moi, mais que finalement, non, je suis quand même 6e mondial et que j'arrive au Masters, et qu'il faut expliquer comment j'y suis et qu'ils ne le comprennent pas eux-mêmes, c'est pas facile. Et c'est là où le truc se tourne et c'est là où je dis que c'est un moment où ça devient
presque gênant si tu continues d'aller plus haut, si c'est toi qui gagne le Grand Chelem, alors qu'on t'a expliqué que non, ça va pas être toi, que ça va être Richard, que ça va être Joe, que ça va être Gaël, mais que ça sera pas toi. C'est là où je dis qu'il y a des trucs un peu différents que j'ai eu à gérer, qui n'étaient pas simples, et où en fait, tu n'as pas besoin de ça. En fait, toi, quand tu es joueur de tennis, tu n'as juste pas besoin de ça, et que si tout le monde te soutient et t'encourage à juste aller le plus haut possible et à gagner, c'est quand même plus facile. Tu as dit, c'est réducteur de dire que je suis un maître tacticien, machine à faire déjouer. Moi, je trouve que c'est deux belles qualités, même de très très grande qualité. En fait, tu dirais quoi de toi? Maître tacticien, c'est pas la même chose que machine à faire déjouer. Le truc de la machine à faire déjouer, la tactique est importante pour moi, mais la tactique, elle est importante aussi pour beaucoup de joueurs. Chaque joueur rentre sur un terrain avec une tactique en fonction de son adversaire, et alors forcément à des degrés différents. Mais tout le monde en a une, qu'elle soit, même si elle est basique, à savoir je vais plutôt jouer coup droit, revers, ou pour les serveurs, servir là, tout le monde a une tactique en rentrant sur un terrain. La machine à faire déjouer, en fait, là où elle m'a dérangé, c'est justement, dans la continuité de la question précédente, c'est dans le fait de ne pas arriver à expliquer et à comprendre ce qui se passe sur le terrain, et tu te dis il l'a fait déjouer. Tu sais, c'est un peu un truc où tu dis, bon bah voilà, il est rentré dans sa tête, il l'a fait déjouer. Moi, j'ai toujours entendu... T'as l'impression que ça enlève tes qualités, en fait, tennistiques, c'est ça, un peu? Ouais, ça enlève vraiment le côté performance tennistique, et tu as toujours l'impression que c'est plus l'autre qui a perdu que toi qui a gagné. Le fameux, il est rentré dans sa tête, alors que ce sont des choses qui sont très simples. Même quand je joue encore contre, j'en sais rien... Quand tu avais joué Djoko, notamment en Australie, vous l'avez fait sans faute directe. Ouais, quand il fait sans faute directe, c'est... pour moi en tout cas, très facile à expliquer pourquoi il fait 100 fautes directes, parce qu'il en a fait à chaque fois qu'on s'est joué. Pourquoi les joueurs faisaient 60 fautes directes ou en font 20 de plus contre Andy ou contre Gaël C'est très facile à expliquer, mais quand tu sais ce que toi tu cherches, quand tu sais... Mais c'est là où parfois les représentations, on va dire, médiatiques, encore une fois, viennent bloquer des choses qui sont finalement assez simples. Je joue Novak en Australie, il vient de gagner tous les grands chelems, il est numéro 1, tout le monde me demande avant le match, pourquoi tu vas sur le terrain? Tu n'as strictement aucune chance, tu ne peux rien faire, le mec est imbattable et tout. Moi je suis là, je vais y aller quand même. Parce que il me semble quand même que je le connais, et que non, il ne sait pas tout faire, et que non, il y a des trucs où il galère, et que moi en plus je me sens bien, et que on va voir ce que ça donne. Et que si j'arrive à le faire, je veux bien voir ce que ça donne. Et j'arrive à le faire, et ça donne ça. Mais on dit, ah ça y est, il l'a rendu fou. Mais on ne sait pas l'expliquer. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit, quand Joe joue bien, et ça aussi ça a un impact, quand Joe il bat Novak, ou il bat Roger, c'est lui qui les a battus. Tu sais, parce qu'avec son jeu, on te dit, ah Joe il a fait un match énorme, il a gagné le match, il a servi, il a envoyé les aces, les coups droits, les machins, il lui a rentré dans 6 mois, je bats Roger a mal joué. Je l'ai fait déjouer. Je l'ai fait mal jouer. Jamais j'ai bien joué en fait. Jamais j'ai été plus fort que l'autre, c'est toujours, je suis rentré dans sa tête, du coup il a fait que des fautes, du coup il ratait des trucs qu'il ne raterait jamais. Et j'ai toujours trouvé que c'était une manière très finalement péjorative de qualifier un style de jeu par rapport à un autre, et entre guillemets aussi de te voler ta victoire quand tu l'as. Et pour beaucoup de gens, par exemple, Gaël était capable de battre des joueurs plus forts que moi. On dit toujours, ah Gaël, dans un bon jour il fera ça. Mais ça a été faux pendant quasiment 90% de notre carrière, moins sur la fin de carrière parce qu'il a eu d'énormes résultats, mais jusqu'à ce qu'on ait 33 ans, 34 ans, j'ai battu beaucoup plus de top 10 que lui. Il battait jamais justement les meilleurs, et il perdait jamais contre des joueurs qui étaient au-delà de la 30e place mondiale. Il était d'une stabilité finalement assez impressionnante, mais comme dans sa personnalité on le voyait comme ça, on se disait, ah Gaël, il est capable de tout, alors que moi on me voit comme quelqu'un de constant, alors que j'ai 50 fois plus de premier tour, de défaites au premier tour, que Gaël, que Richard et que Joe réunis, je pense. Mais par contre, j'avais autant de victoires dans le top 10, etc. Donc c'est là où je dis que j'avais des décalages, et que s'il y avait un joueur qui était finalement capable d'aller battre les tout meilleurs, c'était peut-être plus moi que Gaël, et inversement, c'était lui qui était plus constant que moi, mais ce n'est pas du tout l'image qu'on a donnée. Et donc, ce sont des choses, par exemple, quand tu parlais de Coupe Davis, qui ressortaient à ces moments-là. Des moments où les médias s'en mêlent, les images, un peu les caricatures, les personnages, tout ça, ça ressort. Et les capitaines qui s'appuient là-dessus, et où tu dis, mais quand Richard a battu Rafa? Jamais. Ouais, tu vois, sur le truc, alors que dans l'inconscient, Richard, on se dit, s'il joue bien, il peut battre n'importe qui. Il peut envoyer. Et on est tous d'accord, et je serais le premier à le dire, mais c'était juste vraiment, là, pour le coup, c'était pas par rapport à eux, c'est juste par rapport à moi. Je disais, mais je les ai tous battus. Il n'y a pas un top 10 que j'ai pas battu. Donc, s'il y en a un qui est capable de battre tout le monde, c'est moi aussi. Enfin, en tout cas, comme eux, pas moins qu'eux, en tout cas.
Mais voilà, les images sont un peu différentes et donc c'était plus dur. Pour terminer, si tu devais réécrire l'histoire, tu changerais quelque chose ou pas? Bon, ouais, je changerais plein de trucs. Mais c'est normal, non? C'est Ouais. ce que tout le Oui, monde. parfois on peut Non, dire c'est vrai non, que Roger, il a dit qu'il changerait rien. Ouais. Mais bon, il a 20 grands chelems, donc peut-être que c'est. Toi, tu t'ajouterais un grand chelem. Non, Voilà, non, mais je veux c'est un dire dans peu- l'approche ou dans la façon. Oui, oui, bah, que dans l'approche en fait. Que dans l'approche. Pour moi, elle est centrale, elle est vitale, elle est importante. C'est pour ça que quand j'ai voulu écrire un livre, j'ai pas écrit une autobiographie, j'ai parlé que de ça. J'ai parlé que de la connaissance de soi, j'ai parlé de se connaître le plus tôt possible, le mieux possible, parce que pour moi l'approche elle est déterminante. Voilà, donc forcément j'ai appris sur moi-même pendant autant d'années, et si je devais le refaire, bah, je le referais avec ce que je sais plus, enfin voilà, avec une approche, celle qui me permet, quand je suis hors d'état physique, quand je suis plus du tout au niveau, d'arriver quand même à tenir des très bons niveaux de jeu dans des gros événements, comme là sur Bercy, le dernier tournoi, ou comme mon dernier Roland. Alors que sur mon premier Roland, en pleine possession de mes moyens, je ne peux pas mettre 2 balles dans le terrain parce que je ne comprends pas ce qui se passe à l'intérieur, que j'ai envie de tellement bien faire, mais il n'y a rien qui fonctionne, et que voilà, c'est le début. Donc si j'avais pu amener ça dès le début, forcément, je serais allé plus loin. Mais ça, je pense que c'est une évidence, et c'est pour tout le monde pareil. Tu as dit il y a plein de choses qui vont me manquer et d'autres non. Qu'est-ce qui va te manquer le plus? Bah, de jouer, parce que j'adorais jouer. J'adore jouer au tennis et frapper dans la balle, bouger, faire des échanges. Enfin, c'est un sport qui me passionne, et donc j'adore ça. Et je vais le faire de moins en moins. En plus, je pense que dès que ça va. Là, j'essaie quand même de faire l'effort de m'entretenir au Tu as une masse maximum. musculaire naturelle, ça va. Mais je pense que dans 3 mois, ça va être compliqué, ne serait-ce que de faire un service et de lever le bras. Je crois que c'est le coup qui part en premier. Hein. Tu confirmes ou pas? Je confirme. De toute je façon, crois moi, que je le l'ai jamais service, eu. Il a toujours été assez inexistant. Donc. tu peux encore taper des balles, jouer avec quelqu'un, mais on va rarement faire un panier de service comme ça pour le. Donc ça va être compliqué. Mais en gros, c'est la seule chose qui va me manquer. Alors après, c'est une chose qui est très importante pour moi, parce que c'est ce que je fais depuis toujours, et c'est ce que j'ai toujours adoré faire. Mais voilà, entre guillemets, il restait que ça, et ce plaisir-là était gâché par tout le reste. Ouais. Par tout le reste. Tout le reste, au niveau physique, au niveau des contraintes, des douleurs, le fait de pas, déjà sur le terrain, pouvoir le faire aussi bien que je l'aurais souhaité. Mais aussi tout le reste, de partir, l'aéroport, enfin, tu vois. Ça va pas te manquer. Non, voilà, il y a des choses où non. Les pâtes, le poulet pâtes nature avant le match, il va pas me manquer non plus, à 11h, ou à 10h même. Parce que maintenant que tu as terminé, tu vas aller faire le marché le dimanche matin et tu verras que plus tard, tu iras acheter ton poulet. Non, mais il y a des trucs, voilà, il y a des trucs qui devenaient, enfin pas qui devenaient, qui l'ont été même assez depuis le début, parce que l'aéroport, au bout d'un an, t'en as déjà marre, hein, puis t'en prends pour 20 ans. Voilà, et donc quand ce plaisir de juste jouer commence à être gâché aussi sur le terrain et en dehors, c'est là où tu sens que ça devient dur, que ça devient trop d'efforts pour trop peu de plaisir sur le terrain, et qu'il faut s'arrêter. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là maintenant? Qu'est-ce que je peux te souhaiter là pour ces prochaines années? D'être heureux comme d'hab, c'est ce que j'ai toujours voulu. Tu sais ce que tu vas faire un peu ou pas du tout? Début, pour le coup, là-dessus, t'as une idée ou pas? Non, ou tu veux te poser déjà? Ouais, bah en fait, encore une fois, j'ai que cet objectif-là dans ma vie, en fait, c'est d'être heureux. Donc j'essaie de faire ce qui me rend le plus heureux possible. Et jusque-là, c'était de jouer. Et maintenant, je sentais que c'était de moins en moins le cas. Est-ce que le Covid a aidé aussi? Quand tu repasses du temps à la maison, quand tu as enchaîné, et que finalement, à un moment, tu te poses, peut-être contraint et forcé, mais que tu te dis, je suis bien aussi à la maison là. Tu vois, quand il faut repartir, c'est dur. Donc voilà, là, ce qui me rend heureux là, dans les prochains mois, c'est d'être avec ma famille, mes enfants, ma femme. Et donc voilà, je ne les ai pas vus assez, j'en ai pas profité assez pendant 20 ans, 12 ans et 9 ans. Et donc voilà, là, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. J'ai la chance de pouvoir le faire, et donc voilà, je vais pas me gêner. Et puis si à un moment j'estime que autre chose peut me rendre encore plus heureux, qu'il faut repartir, qu'il faut rebouger, qu'il faut refaire quelque chose, quel que soit le projet, et ben j'irai.
mais c'est vraiment ça qui guide ma vie à chaque fois. Merci beaucoup. On va finir sur le mot heureux. Merci beaucoup, Gilles. Merci, Amélie.